Bonjour, j'ai invité cette semaine François Bayrou, président du MoDem, pour se livrer avec lui à un tour d'horizon général de la situation du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour faire un petit panorama de la situation politique, économique, sociale du pays. Mais auparavant, avec vous-même, qui présidez aux destinées du MoDem, on va parler un tout petit peu politique, mais rassurez-vous, on viendra à la situation du pays très vite. On va parler quand même de vous-même et un peu de politique parce que vous êtes un homme seul et parce qu'on se dit, on est partagé entre l'idée, au fond, malgré tout, quel gâchis. Parce que voilà François Bayrou, homme d'expérience, avec un parcours solide, pouvant apporter sa propre voix et qui est sur le bord de la route, inemployé. Et en même temps, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malédiction française pour qui veut être au centre, pour qui veut être authentiquement au centre? Parce que, quoi qu'on fasse, l'aspiration nationale, c'est toujours une aspiration à l'affrontement, la radicalisation, les clivages, les slogans brandis. Et donc, le centre a toujours tellement de mal à trouver sa place. Bon, il y a du vrai dans les dernières phrases que vous avez dites. C'est vrai que c'est plus difficile d'être au centre que d'être dans la bagarre mensongère, parce que c'est une bagarre mensongère entre la gauche et la droite qui a conduit le pays où il est. Car tout ce dont on va parler ensemble, là, la situation de la France, son effondrement dans de nombreux secteurs économiques, industriels, ses soucis de tous ordres, de quoi viennent-ils? Ils viennent de ce que on a livré le pays à l'affrontement de deux camps, affrontement stérile et mensonger. Alors, ça c'est vrai, c'est plus difficile. Alors vous dites, vous êtes seul. Non, je ne suis pas seul. J'ai rencontré, comme tous ceux qui ont été au centre ont rencontré au travers du temps, des difficultés électorales. Mais ce n'est pas parce qu'on rencontre des difficultés électorales qu'on est seul. Au contraire, d'abord, il suffit de regarder les sondages pour voir que ça n'est pas, enfin, qu'il n'y a pas de solitude. Il y a simplement cette expérience que, avec les règles électorales injustes que nous avons, il est plus difficile de s'installer dans le monde parlementaire. Mais le monde parlementaire, c'est qu'un tout petit bout du monde. Néanmoins, c'est le monde de la représentation et donc de la décision. Non. Mais quand je disais solitude, je dis parce qu'il y a des gens qui, à gauche, les radicaux de gauche, sont des alliés de la gauche et sont eux aussi à leur façon au centre. Et puis il y a des gens qui, ouvertement à droite, disent nous sommes le centre. Le centre droit, mais qui sont les alliés en clair de l'UMP, c'est Jean-Louis Borloo. Donc on dit voilà, ça c'est des mouvements constitués avec des représentants, des élus, etc. Vous-même, vous êtes là un peu à prêcher dans le désert, vous n'êtes plus député depuis les dernières élections législatives, et donc on se dit, voilà, comment fait-il? Si nous faisons ensemble la liste de ceux qui ont marqué l'histoire et que nous aimons, et qui ont rencontré ce passage-là, hors de l'Assemblée nationale, c'est d'ailleurs très sain. Hein, ça permet de voir les choses différemment, de ne plus les voir dans le bocal. Mais par exemple, Pierre Mendès France, pour prendre un exemple presque parfait de ce que j'évoque, il a choisi de dire la vérité et donc il a rencontré des difficultés. Et quelle importance! Quelle importance dans les problèmes du pays où nous sommes. Vous croyez que c'est à l'Assemblée nationale que ça se joue? Juste avant que nous ne commencions l'interview, on faisait le bilan ensemble et on voyait qu'il y avait à l'Assemblée nationale beaucoup de positions qui étaient des positions, comment dire, discutables, mises en scène, jouées et qui ne rendaient pas compte de la réalité du pays. Donc voilà pour ce point. Il ne faut pas craindre les difficultés. Les difficultés, elles sont constitutive lorsque vous décidez de tracer un chemin qui n'est pas le chemin classique des deux forces dominantes qui perdent. Alors vous dites,
Vous dites, il y en a qui sont au centre et à gauche, et d'autres qui sont au centre et à droite. Et s'ils sont à droite ou à gauche, ils ne sont pas au centre. Arrêtons-nous, Oui. c'est très très important, parce que c'est une inquiétude très souvent de ceux qui voudraient qu'il y ait un centre en France. Et ils se laissent piéger par la question à qui allons-nous nous soumettre? Alors ceux que vous évoquez, radicaux de gauche, ils se soumettent au PS. Les autres, ils se soumettent à l'UMP. Mais le centre, c'est de ne pas se soumettre. Comprenez ça? Le centre, c'est de dire on a absolument besoin de dépasser le bipartisme pour entrer dans le pluralisme. Et pourquoi? Oh, pour une raison très importante, je veux dire essentielle pour les citoyens, pour les familles, pour les gens qui réfléchissent, c'est que quand les deux partis se trompent, il faut bien qu'on dépasse la querelle des deux partis, autrement vous êtes prisonnier des illusions, des divisions et des mensonges. Et donc, ce qu'on peut constater depuis 15 ans, c'est que les deux partis se sont trompés, mais gravement. Ils se sont trompés en enfonçant le pays dans une série d'échecs, d'insuffisances qui font qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire, appelons les choses par leur nom, le seul pays de notre niveau en Europe à ne pas pouvoir financer son système social. On a bâti un système de solidarité important, exigeant, on ne peut plus le financer. Et on ne peut plus le financer pour la raison que vous savez, c'est que voilà un pays qui se vide de ses ressources parce qu'il est obligé perpétuellement d'acheter à l'extérieur beaucoup plus qu'il ne vend à l'extérieur. Alors on va venir à la Donc situation. il se ruine, il y a une hémorragie du pays. Ils en sont les responsables. Et parce qu'ils en sont les responsables, eh bien, il faut proposer un autre chemin. Alors, ils en sont les responsables. Est-ce que vraiment on doit mettre tout le monde Oui. sur la même échelle? D'ailleurs, c'est une question un peu politique aussi. Moi, je suis frappé du fait de la non-utilisation par le pouvoir actuel, d'une certaine façon, du bilan de la période précédente. Parce qu'il y a une accélération dans la dégradation qui est manifeste, et il y a, au moins je vous suivrai sur un point, une désindustrialisation patente depuis 7-8 ans. Sauf qu'on ne peut pas redresser cette situation de 7-8 ans en un tour de main, on ne peut pas, encore moins par décret ou par une loi. C'est donc un travail de longue haleine, une longue marche qui est devant nous. Et on n'a pas là, me semble-t-il, ni la pédagogie de ce qui s'est passé, ni la pédagogie de ce qu'il faudrait faire. Oui, la pédagogie n'a pas été faite, c'est tout à fait juste, parce que, au fond, bien entendu, la situation que nous avons, elle est le résultat de 10 ou 15 années, parce que c'est en 2000 que les courbes se cassent. Comme vous le savez, toutes les courbes, jusqu'en 2000, ça va bien. Il y a eu une période de croissance mondiale. Et puis en 2000... Et puis là, le gouvernement Jospin voit aussi le chômage reculer. En 2000, gouvernement Jospin, toujours, moi je crois que c'est assez lié aux 35 heures, par exemple, c'est-à-dire à des signes qui ont été donnés au pays que le temps de l'effort, au fond, était derrière nous et qu'il fallait maintenant passer à un temps où on aurait plus de satisfaction. Je pense qu'il s'est trompé. Mais à partir de cette époque-là, et notamment pendant les années Chirac et pendant les années Sarkozy, on a une dégradation extrêmement forte de la situation. Et c'est vrai que le gouvernement n'a pas réussi à faire le compte-rendu pour le pays de la situation comme elle était. C'est un mystère politique, ça, quand même. Écartons-le. C'est un mystère politique. J'en ai parlé avec François Hollande. Donc, il a eu, et ses équipes ont eu, le sentiment que du bilan, on en avait suffisamment parlé. Mais le bilan n'était pas établi. Mais peut-être eux-mêmes n'avaient-ils pas suffisamment conscience de la gravité de ce qu'ils allaient avoir à faire? Vous voulez rire. Ils avaient absolument conscience. Mais l'un et l'autre, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont conclu que pour gagner cette élection présidentielle, il fallait en dire le moins possible. Fallait rassurer les gens. Fallait en dire le moins possible. Pour gagner l'élection, il ne fallait pas demander des efforts. Et au fond, vous le savez,
la différence majeure que j'ai eue avec eux, c'est que, alors, électoralement, ils ont eu raison. Civiquement, je crois que c'est moi qui ai eu raison. Ils ont choisi de ne pas dire la vérité au pays, mais ils la connaissaient parfaitement. Les armées d'énarques qui, autour du Parti socialiste, à Bercy, en d'autres lieux de la République, et vous savez bien qu'ils s'enorgueillissaient de leurs experts, les armées d'énarques, d'experts en toute nature, ils savaient très bien quelle était la situation du pays. Et François Hollande lui-même, il savait très bien quelle était la situation du pays. Simplement, il s'était laissé entraîner dans une campagne électorale, ou plutôt une deuxième partie de campagne électorale, dans laquelle c'était les facilités qui dominaient. Changer les gouvernants et tout va s'arranger. C'était le changement, c'est maintenant. Oui. Et voilà. Et scénario qu'on nous rejoue à chaque élection. Absolument. Mais... Et Nicolas Sarkozy disait, les efforts sont derrière nous, on a fait des efforts, maintenant c'est fini. Il suffit de réélire les bons et vous allez avoir les satisfactions. Les efforts sont devant nous, mais juste encore un mot de politique. Mais vous-même, vous avez pourtant appelé à voter pour l'un d'entre eux. Est-ce que vous avez à aucun moment ou à un moment ou à un autre regretté si peu que ce soit ce choix, ou est-ce que vous considérez que voilà, il fallait vous deux ne le choses. regrettez pas? Il fallait deux choses. Un, il fallait une alternance. Au fond, ce que j'ai dit aux Français pendant ces années-là, qui était attention, la dette va nous ensevelir. Deuxièmement, la cause de la dette, c'est que nous ne produisons plus en France. Et troisièmement, il faut une démocratie plus juste et plus équilibrée parce que les affaires et les scandales se multiplient. Les affaires Tapie, d'autres, bon. Ça nous empêche d'être un pays en bonne santé. Et ces trois choses-là imposaient qu'il y eût une alternance pour qu'on remette les choses à peu près en place. Et deuxièmement, la gauche, depuis 10 ans, 12 ans, elle était le principal obstacle aux réformes. Ce n'était pas une gauche qui demandait des réformes, c'était une gauche qui prétendait que les réformes étaient, au fond proposées par des méchants ultralibéraux et qu'on pouvait se dispenser de les faire. Et donc j'avais résumé ça en une formule, la France a besoin d'alternance et la gauche a besoin de découvrir le réel. Elle est en train peut-être de le découvrir. Et elle est en train de le découvrir. Ça ne va pas se faire sans très grande difficulté. Ça se fait au prix d'un sentiment de tromperie des Français. Mais au bout du chemin, ça va reformer le paysage politique français parce qu'évidemment, on ne va pas sortir de cette période avec le paysage que nous avons aujourd'hui. Alors, les efforts sont devant nous, ça tout le monde l'a compris, et tout le monde l'a compris à travers le choc fiscal qui a eu lieu à l'automne. Choc fiscal qui s'est substitué au choc de confiance espéré par François Hollande. Comment appréciez-vous ce choc fiscal? Parce qu'après tout, les caisses étant vides, il faut bien que chacun contribue à combler, ces caisses. Proposé des décisions de rééquilibrage qui étaient d'un montant sérieux, pas excessif mais sérieux, puisque je faisais porter l'essentiel sur des économies, avec une croissance zéro de la dépense publique en volume pendant 3 ans, et un certain nombre d'efforts fiscaux. Mais l'excès d'impôts est nuisible pour un pays qui veut se développer. C'est une règle absolue. Et donc, l'affaire des 75%, j'avais eu une formule dont vous vous souvenez peut-être, qui était le déconomètre fonctionne à plein tube. C'était simplement pour dire de manière imagée que ça ne tenait pas et que ça ne tiendrait pas. Et c'est d'ailleurs frappant ça n'a pas parce tenu que devant le Conseil François Hollande avait défendu la même thèse à l'automne dans les primaires. Oui. Et puis après, il s'est laissé entraîner par le parti pour les facilités électorales. L'excès d'impôt est nuisible, parce que l'excès d'impôt, ça porte atteinte à ceux qui sont les plus précieux, ceux à qui nous devrions veiller comme à la prunelle de nos yeux, qui sont les créateurs. De toute nature. Créateurs d'entreprises, créateurs de recherche, créateurs de brevets, créateurs de nouveaux procédés, créateurs numériques, créateurs culturels.
Le jour où la France, et elle en a les moyens, redeviendra un pays de création, à ce moment-là, le rééquilibrage aura eu lieu. Donc ceux-là, il ne faut pas les taxer, il faut plutôt les encourager. Oui, exactement. Donc peut-être quantitativement auriez-vous fait la même chose, mais dans la répartition de l'effort, certainement pas. Absolument pas. Alors en même temps, vous ironisiez un petit peu sur les experts autour du Parti socialiste, mais aucun politique ne peut vivre, à juste titre, sans expertise. Donc vous avez aussi vous-même vos propres experts. Quand on est dans la situation, quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec un front principal qui est le front de la désindustrialisation, et donc ce lent courant qui fait peur et qui continue de faire peur avec sa conséquence, qui est l'augmentation du chômage. Que fait-on? Que feriez-vous? Que décideriez-vous qui n'a pas été décidé? J'ai nommé ce que pour moi il y a à faire, c'est une politique de l'urgence. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de remettre la France dans le courant de création et d'entreprise. C'est-à-dire de lister, et ils sont nombreux, les obstacles qui font que notre pays, qui a été un grand pays industriel, un grand pays agricole, un grand pays artisanal, un grand pays culturel, ce pays tout d'un coup voit se restreindre son activité. Et si ça continue, on ne peut pas s'en sortir. Hein, parce que c'est pas avec des impôts que vous allez rééquilibrer ça. C'est au contraire en faisant grandir l'activité que vous pouvez alléger la charge fiscale. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe que plus personne n'a confiance, qu'on a le sentiment d'une très grande insécurité fiscale, juridique, normative, comme on dit, de règlement, et qu'on ne peut pas faire fond sur l'avenir. Il se passe que l'État national et la puissance publique locale est devenu autobloquant. Il se passe que nous sommes un pays qui se perd dans des mètres cubes de règlements et de normes. C'est extraordinaire de voir. J'ai sur mon bureau le droit du travail suisse. C'est pas un pays à l'abandon. Hein. C'est un pays au contraire qui exporte, qui gagne. Et il y a 300 000 Français qui vont travailler en Suisse. Le droit du travail suisse et le droit du travail français. Le volume suisse fait comme ça, 180 pages, quelque chose comme ça, un petit volume écrit assez gros que tout le monde peut lire et comprendre. Le volume correspondant du droit du travail français fait, écoutez bien, près de 2 kilos. Il représente 2900 pages écrits fin, serré, comme on disait quand on était à l'école. Comment voulez-vous qu'une petite entreprise ou une entreprise artisanale connaisse ça? C'est fait pour les très grandes entreprises, leurs services juridiques et sociaux et leurs avocats. Eh bien, tant que vous n'aurez pas pris un chemin déterminé de simplification de nos règles de vie en commun, que tout le monde les connaisse et qu'elles soient stabilisées dans le temps, vous n'y arriverez pas. Et on peut ainsi continuer. Nous avons accumulé nous-mêmes sous nos pas les obstacles. De même que je suis persuadé, moi, alors c'est très mal vu de le dire, mais je le dis, je suis persuadé qu'il faudra qu'on réfléchisse à assouplir le temps de travail. Il y a aucune raison que l'État verrouille le temps de travail pour des gens qui ont envie de travailler. Vous voyez que c'est un changement complet d'orientation qui consiste à dire, eh bien écoutez, nous, citoyens français, nous allons nous mettre à soutenir les créateurs d'emplois et de richesses. Comme ça, on s'en tirera. Alors il y a quand même deux choses qui vont dans la bonne direction dans votre raisonnement et sur le plan de l'économie, c'est l'accord, le pacte dit de compétitivité et l'accord sur le marché du travail, qui sont quand même deux façons de déverrouiller le système, en tout cas. Orientation bonne, réalisation point d'interrogation. J'ai beaucoup soutenu l'orientation que François Hollande a proposée dans sa conférence de presse du mois de novembre, qui était au fond celle que je décris de manière plus imagée, mais quand il a dit politique de l'offre, c'est de ça qu'il s'agit, soutenir les créateurs. Donc il avait raison. Le crédit d'impôt compétitivité, pour moi, c'est trop compliqué. Ça ne fait pas bouger une PME. Je ne connais pas de PME qui
embauche en 2013 en disant tiens, en 2014, on va me faire un crédit d'impôt. Les administrateurs de Bercy étaient très contents de leur trouvaille parce que ça permettait de ne pas dépenser d'argent en 2013. Mais bon, de même, ils disent on va faire 20 milliards d'économies. Où sont-elles? Est-ce que vous avez, vous, une idée, même vague, de l'endroit où on va faire des économies? Moi, pas. Pourtant, j'essaie de suivre les choses. Donc, réalisation, point d'interrogation. Et alors, j'ai approuvé, bien entendu, l'accord entre les syndicats réformistes et le patronat sur le marché du travail. C'est un accord riche, mais là encore, grande complexité. On va ajouter des pages aux 2900 que j'indiquais. Et je voudrais que le mouvement de simplification saisisse tous les acteurs. Mais simplification, stabilisation, ce sont des thèmes évoqués à chaque campagne. On voit bien... Évoqués, jamais fait. Jamais fait, et peut-être parce que c'est si difficile de réformer quoi que ce soit en France. Regardez l'histoire des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires où tout le monde semblait s'accorder sur la nécessité de repasser à une semaine de 4 jours et demi, etc. Et où on voit aussitôt des blocages syndicaux, machin. Bon, et donc une espèce de paralysie qui menace ou qui s'installe. Donc ça veut dire il faut deux choses, il faut vouloir. Ça veut dire que celui qui veut vraiment faire tout ce que vous dites, il faut un consensus énorme dans le pays pour pouvoir y arriver. Écoutez-moi bien. Faire ce que je dis, c'est inéluctable. De même que le rééquilibrage des finances publiques était inéluctable, même si ça n'a pas été pratiqué pendant des années. De même, la réorientation du pays pour soutenir ses créateurs, ça va être inéluctable. Alors simplement, il faut quelque chose qui n'existe pas souvent. Il faut en même temps la volonté et l'esprit pratique. Moi j'aime beaucoup Napoléon. Je suis devant un expert. J'aime beaucoup Napoléon, non pas pour le Napoléon de la guerre, mais pour le Napoléon de la paix. Oui, voilà. Voilà, parce que cet homme avait l'esprit de réalisation. C'était un réalisateur. Il avait l'esprit pratique. Au fond, quand il a fait l'architecture administrative française, tout le monde pouvait comprendre ce dont il s'agissait. Et lui aussi. Tandis qu'aujourd'hui, à mon avis, et depuis longtemps, les politiques ne comprennent pas ce qu'ils signent quand les administratifs ou le monde de l'administration leur soumet des choses. Et les rythmes scolaires, c'est un bon exemple. Parce que qu'est-ce qui pêche dans les rythmes scolaires? C'est la réalisation. Parce que quand un maire de ma circonscription me dit « Écoute, franchement, tu te rends compte, j'ai 6 classes, comment je vais trouver 6 animateurs pour 1 heure par jour dans un petit village ?» Il dit « Je ne vais pas les trouver. Ça n'a pas de sens. » Alors, avec un peu de temps, j'espère qu'on va y arriver. Avec un peu d'esprit pratique, par exemple, on annonçait l'autre jour que entre midi et 2 heures, en réalité, il y aurait 3 heures, de 11h30 à 2h15 pour les petits bouts de choux de 6 ou 7 ans. Vous croyez que c'est normal qu'ils soient dans la cour de récréation pendant 3 heures à l'heure du déjeuner? Ça n'a pas de sens. Alors, j'espère qu'on va revenir sur tout ça. Volonté et esprit pratique. Alors, François Bayrou, malheureusement, il nous reste très peu de temps. Il nous reste 5 minutes. Et j'aurais voulu aborder évidemment beaucoup d'autres sujets avec vous, mais on ne peut pas se quitter sans dire un mot d'Europe, malgré tout. On ne peut pas se quitter d'abord sans dire un mot du Mali. Parce que dans les décisions qui ont été, à mon avis, judicieuses et solides et fortes de la part du gouvernement, il y a le Mali. François Hollande a pris la bonne décision au bon moment et avec suffisamment de rapidité pour que ça soit efficace. Si on s'était perdu en dizaines d'heures de conciliabule, évidemment, c'était perdu puisque c'était une affaire d'heures. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est bien et que ça a donné à la France... Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que la France ait fait ça toute seule. Moi, pas. Moi, je suis... Si elle ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait. Non, et puis, ça n'est pas rien que d'être un pays capable d'intervenir pour sauver l'essentiel avec efficacité. Ça prouve par exemple que notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas usurpé.
Nous sommes. Vous avez raison. En termes de souveraineté, mot toujours invoqué. Mais la souveraineté est une idée forte et juste. Oui. Elle s'est exercée. Mali, on a bien compris ce que vous dites, mais est-ce que vous diriez la même chose? Simplement, j'ajouterais que bien sûr, la rapidité de décision pour l'intervention doit s'accompagner aussi d'une rapidité de décision pour le retrait. Parce que je ne recommanderais pas qu'on s'installe là-bas. Ça fait 45 ans qu'on est au Tchad, mais c'est un autre sujet. Est-ce que sur le plan européen, vous êtes aussi satisfait de la ligne directrice qui est en gros consolider, structurer la zone euro et au fond être un peu plus lâche, entre guillemets, lâche au sens liberté sur les autres pays. Moins exigeant sur les autres pays. Tout le monde voit bien que la question européenne est devant nous. Alors comment se pose la question européenne? La question européenne, c'est que nous avons bâti quelque chose qui est un modèle sans précédent dans l'histoire. Deuxièmement, nous sommes allés jusqu'à avoir une monnaie. Quand vous avez une monnaie, il faut avoir une politique. Et donc, l'idée qu'on puisse avoir une monnaie sans avoir de politique est une idée absurde. Donc, il faut une union politique de la zone euro, capable de discuter de l'essentiel dans cette matière, c'est-à-dire les taux, l'échange. Alors, on ne les décide pas, mais comme les Américains, les Chinois le font. Ils ne décident pas, mais ils influencent leur politique de change de façon si évidente. On les influence. Et puis, surtout, quand vous avez une monnaie unique, il faut pouvoir avoir une politique d'aménagement du territoire. Parce que la monnaie unique, si vous ne faites rien, elle favorise la concentration des activités dans certains coins et la désertification dans d'autres. Il faut donc une volonté politique pour intervenir et pour décider où on va soutenir l'activité. Ça veut dire qu'il y aura une union politique de la zone euro, qu'il faut la faire, et ça veut dire deux choses qui vont avec, trois même. Un, une stratégie commune. Pour l'instant, on ne discute jamais de stratégie. On laisse se désindustrialiser des pans entiers de notre grande union. Une stratégie. Deuxièmement, une capacité de décider. Pour l'instant, on discute et on décide peu. Et troisièmement, une transparence. Il faut que les gens sachent qui sont ceux qui décident et de quoi ils discutent et quels sont leurs arguments. Et donc la naissance de l'union politique doit aller avec la naissance d'une exigence démocratique simple, civique pour les citoyens, qu'on comprenne que c'est leur affaire, leur vie dont on parle, et c'est donc à eux, les citoyens, d'en être informés et de s'en saisir. Et c'est une révolution qui va se produire et que nous avons le devoir, spécialement nous, au Centre européen, de construire. Merci François Bayrou pour toutes vos explications, vos réponses. Et on a bien compris que vous vouliez aussi avoir une dimension presque un peu prophétique dans vos propos. Ça n'est pas être prophète que de dire la vérité. C'est être simplement civique. C'est être à la hauteur de sa responsabilité. Merci en tout cas, et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de François Bayrou, vous avez évidemment rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr.